Serge Gainsbourg, nous voici ici chez vous, dans votre salon, rue de Verneuil. On va parcourir l'univers de vos chansons, vos influences littéraires, musicales. Alors, on va commencer avec la préhistoire, lorsque vous étiez enfant. Quels étaient les premiers sons qui ont pu vous marquer lorsque vous étiez petit? Non, j'étais pas petit, j'étais un dinosaure quand Oui, j'étais petit. Mais un petit dinosaure, tout petit, bien, avec une toute petite queue. ça commence bien. Ah oui, ça commence bien, les enfants. Bille en tête, là. Enfin, qui en tête? Eh bien, quels ont été justement vos premiers rapports avec la musique? Eh bien, pour être sérieux, j'ai été initié par mon papa à la musique classique. Et je pense que quand je n'étais pas encore sorti de ma maman, j'entendais les pulsions harmoniques et rythmiques des grands classiques que jouait mon papa. Pour son plaisir, parce que c'était un pianiste, on appelait ça des dancing à l'époque. Alors, le premier flash pour moi, c'est la Rhapsody in Blue. J'ai essayé de jouer à Rhapsody in Blue. J'en connais certains thèmes qui sont assez abordables, je veux dire, sur le plan technique. Ça, c'est les mains croisées. Et mon papa jouait pour lui la Rhapsody in Blue. Donc, première initiation classique. Ensuite, Lulu, tu vas au piano. Je m'appelle Lulu. Alors, c'était gestuel avec mes sœurs. On avait un mouchoir que l'on déposait à la gauche du clavier parce qu'on savait qu'au finish, on allait se mettre à pleurer. Parce que mon papa, il disait pourquoi tu fais un. C'est pas un la bémol, c'est un la majeur. Bah, c'est un bon élève, mais enfin, il me faisait peur, il avait une grosse voix. Alors, je dis, j'ai pas fait exprès, j'ai accroché, j'ai fait un la bémol. Mais c'est ça l'initiation, le piano classique. Sur quoi j'ai flashé, bien sûr, j'adorais Scarlatti, Brahms, Schumann, que mon père me faisait écouter ce qui s'appelait alors la TSF, la télégraphie sans film. Et il n'était pas question pour ces enfants d'écouter autre chose que du classique. Ça, c'était interdit. Enfin, c'était pas interdit, c'était comme ça. Chopin. Pas les valses, hein, j'aime pas les valses. J'aime les nocturnes, les préludes et les études. Les études sont sublimes. Je peux pas les jouer, je suis pas Dinu Patti ni Horowitz qui vient de casser sa pipe. Alors là, vraiment, ça c'était le génie du siècle, Horowitz. Alors, mis à part la musique classique, est-ce que votre père, pianiste de bar, a pu avoir une autre influence musicale sur vous? Après, il m'a initié à d'autres disciplines qui étaient le jazz. Là, j'ai donc eu droit au plus grand maître, c'est-à-dire Irving Berlin, Cole Porter et Gershwin. Mais Gershwin, bon, alors à l'époque, on l'a attaqué, on a dit, ah, vous avez tout piqué, c'est un mec qui a tout piqué au black. C'est dégueulasse de dire une chose pareille. Bien sûr, il s'en est inspiré. Mais c'était Gershwin. Avec aussi les paroles de Ira Gershwin. Et j'ai pensé pendant des années que, comme un pauvre con, j'étais un morveux à l'époque, je pensais que Ira c'était sa femme. J'avais tout nul, tout faux, c'était son frère qui faisait les lyrics.
Alors, on vous retrouve à 20 ans, vous étudiez aux Beaux-Arts à Paris. Votre père vous a appris la musique, on l'a compris. On sait qu'il vous faisait jouer, qu'il vous trouvait des engagements, mais lesquels exactement? J'étais pianiste, pianiste de bar. Je me démerdais pas mal. C'est-à-dire que j'avais du doigté. Il y a des pianistes de bar qui sont des tapeurs, c'était nul. Nul. Et moi, j'avais la science de pianissimo, forte, puis tout ça venait du cœur, tout ça. Donc, les gonzesses, ça tombait comme ça. Et en fait, c'était la meilleure initiation, c'était ça. C'était faire les dancing. Mais à cette époque, vous étiez aux Beaux-Arts, alors ça se passait comment avec la peinture? Et quand je me suis mis à jouer dans les dancing, ah ben, je l'ai eu dans le cul parce que la lumière la plus belle, c'est aux aurores, dans les ateliers. Et moi, il fallait que je bosse toute la nuit. Donc, je ne sais pas si c'est une lâcheté de ma part d'avoir quitté cet art majeur pour être passé à un art mineur, ou peut-être instinctivement ou instinctuellement, j'avais la prescience de ma destinée. Vous abandonnez progressivement la peinture, vous jouez dans les cabarets de Paris, de la côte normande à ce moment-là, mais comment en arrivez-vous à écrire des chansons? J'étais guitariste et pianiste dans un cabaret rive gauche. Un télo, quoi. Et qui arrive? Boris Vian. Alors moi, je méprisais complètement cet art que je dirais mineur. Boris Vian arrive un soir, voilà, avec une gueule blême, avec un éclairage en surex, dirons-nous, en termes photographiques, ou de metteur en scène. Et quand j'ai entendu Vian chanter des choses extraordinaires, comme ça, avec un mépris. Non, je ne dirais pas mépris parce que c'était pas méchant, c'était une grande pointure. Je me suis dit, merde, il y a peut-être quelque chose à faire là-dedans quand même. C'est intelligent, c'est pas un art mineur. Et là, je me suis mis à écrire. C'est Vian qui m'a motivé. Et puis il a écrit dans, je sais pas quel canard, déchaîné. Bande de cons, acheter le disque de Gainsbourg. Alors, ma première réaction, c'était de prendre une gomme et de voir si mon nom pouvait s'effacer. J'étais un peu con, je suis sur les bords, mais ça m'a flatté. C'est que c'était indélébile. Et mon nom ne pouvait pas s'effacer. Alors, mon premier 25 centimètres, c'était le poinçonneur des lilas, en effet. Première idée. Je descends dans les plans glauques du métro et je vais voir. Je comprends pas d'ailleurs ce trip, puisque j'étais un garçon timide. Pourquoi je me suis adressé à ce mec, un poinçonneur? Et nous savons tous que le ciel du métro, c'est de l'émail, enfin je sais pas ce que c'est. Et je lui ai dit, monsieur, s'il vous plaît, quels sont vos espoirs, après une journée de boulot comme ça? Il m'a dit, monsieur, non, il m'a pas dit monsieur, c'est faux. Il m'a dit, je veux voir le ciel. Voilà, c'était la phrase clé
sonore. La prestation de Boris Vian vous impressionne et vous vous lancez sur scène dans les cabarets avec vos chansons. Apparemment, vos textes déconcertent le public ainsi que votre attitude plutôt, glaciale. Quelle idée vous avez de votre présence physique à ce moment-là sur scène? Il n'y avait pas à l'époque des gueules comme moi, Destroy. Bon, j'ai passé sur scène, j'avais envie de dégueuler tellement j'avais les foies. Et puis j'entendais, ah, sale gueule. Putain, t'as vu la tronche qu'il a, putain, merde. Et puis ça s'est arrangé avec les Stones et autres qui ont fait des pochettes vraiment destroy. Et là, j'ai commencé à avoir une gueule qu'on a pu attaquer. Mais moi, comme j'étais timide, j'étais très arrogant. J'étais conscient d'avoir une sale gueule. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'un beau mec, enfin je le dis maintenant, je ne savais pas à l'époque, un beau mec, ça fait un vieux beau. Il a l'enfiant. Tandis qu'un mec un peu destroy, ben, il a la gueule que j'ai actuellement. Et ça, c'est pas dégueu. Alors mon papa m'attaquait, il me disait, mais pourquoi tu es méchant avec les filles comme ça? Je dis, bah écoute, t'as vu ma gueule, merde. Moi j'attaque. Je veux pas me faire attaquer, j'attaque. C'est moi qui attaque. Comme la chanson clé, c'est Ronsard 58. Précisément, il y a le physique et puis, il y a l'écriture. Dès cette époque, fin des années 50, début 60, vous surprenez, par une écriture plutôt incisive et puis, l'utilisation du franglais. Il faut bien se mettre en tête que le français est une langue gutturale. Alors, moi, pour speeder un peu, je filais des mots anglais. Maintenant, c'est du slang, parce que j'ai connu les ricains. Mais comment peut-on dire one more time comme les ricains? One more time. Alors, on me traduit encore une fois. C'est grotesque. C'est grotesque. I feel better now. Je me sens mieux maintenant. Grotesque. Non, donc, j'ai utilisé la langue anglaise. Dans cette ligne, vos 4 premiers 25 centimètres et votre album, Confidentiel qui sort en 63, sont tous très marqués par l'univers du jazz. Mais comment, celui-ci vous inspire-t-il concrètement? J'avais sur mes genoux un disque, bon, généralement c'est Blue Note, c'était des grands jazzmen. Et mon papier sur mes genoux. Bon, ici c'est somptueux, j'ai des secrétaires. Je parle pas des gonzesses, je parle des meubles. Quoique, c'est... Et ben j'ai gardé la même technique. J'écris comme ça. Par exemple, je mets Jackie McLean. Pour moi, c'est un des plus grands qui a fait The Connection. Et je l'ai vu. Je l'ai vu au théâtre de Lutèce. Hein. C'était sur The Connection, sur la drogue. Et j'ai une fixation sur Jackie McLean. Eh bien, j'ai son disque, je me mets là, je me prends du papier. Je n'ai plus besoin du dictionnaire de rimes, ça fait chier. Je connais la langue française. C'est pas elle qui me tient, c'est moi qui la jugule. Je la tiens à la jugulaire. Au début des années, 60, vous avez un succès, critique, mais c'est vrai, très, très peu de public. Vous sentez-vous, victime de la vague yéyé? Oui, c'est là où j'en ai bavé, parce que j'étais du genre... j'avais une couleur d'auteur maudit.
d'auteurs à chier. Et j'en ai bavé. Parce qu'arrive, à cette époque, tous les petits gars avec leur guitare électrique. Et puis, je dirais pas, j'étais pas plus dans le coup. Parce que c'est pas ça. Mais c'est qu'ils m'ont fait chier parce qu'ils étaient idolâtrés par la jeunesse de l'époque. Et moi, j'étais en danger, quoi. Ce qui est positif, c'est que ma maison de disques ne m'a pas lâché. Voilà. En se disant, ce mec, il a un potentiel tubesque. Mais ils sont pas gourés. Mais il fallait attendre la petite France Gall. Ah, pour que je devienne un auteur tubesque. C'est un choix délibéré. La gamine, ouais. C'est quand même eux donc qui sont venus vous chercher, c'est ça? Ouais. Ah, moi, je fais pas un pas en avant, mais je fais un pas en arrière. Je suis trop pudique pour aller chercher. On me sonne, je dis ok ou non. Mais je suis trop timide pour aller. Pourtant, vous étiez beaucoup demandé à cette époque-là, quand on voit tous les textes que vous signez pour d'autres artistes. Petula Clark, bon. C'est la suite de... Oui, c'est après que France Gall et moi ait gagné l'Eurovision en 65 à Naples. Avec Poupée de cire, Poupée de son. Qui était la première chanson parce que j'étais complètement con, ce genre de prestation. Mais c'était la première fois qu'on entendait une chanson un peu on the beat. C'est là que les murs se sont ouverts et que les ciels les verrières ont éclaté. Et puis je suis devenu un auteur succès. Ouais. Je suis devenu un macro. Je les mettais tous au tapin. Maintenant, c'est pas la même chose. J'écrivais je savais m'adapter. Tout en étant un peu pernicieux sur les bords. C'est-à-dire... Bon, on en revient aux sucettes. Annie aime les sucettes. Annie, alors, elle a demandé à France Gall pourquoi vous chantez plus les sucettes. Et elle a dit, c'est plus de mon âge. À Londres, en 1966, c'est la révolution pop et vous commencez à enregistrer en Grande-Bretagne à cette époque. Je voulais le son british. J'en avais marre des Frenchies. C'était plus cool que les Frenchies. Un autre look. Je n'aime pas la stagnation, donc je voulais des flash forward, pas des flashbacks. C'est ce qui m'a motivé dans toute ma carrière. Je voulais changer de look. Pas en me disant c'est de la merde ce que j'ai fait. Non, c'est changer de look parce que je veux des travelling avant. C'est ça qui me speedait. Comic Strip, ça a d'abord été fait à Londres avec une black, comme Ford Mustang. Et 2 micros live. A été fort ta petite blague sur Ford Mustang. On se fait des langues en Ford Mustang. Justement, Comic Strip, c'est une nouvelle période musicale pour vous, Serge Gainsbourg. À ce moment, vous avez un projet d'émission de télévision avec Brigitte Bardot et vous décidez de lui écrire des chansons, ce qui vous amène entre autres à écrire « Je t'aime moi non plus ». Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui? Que c'est la première chanson hard qu'on ait jamais écrite dans l'histoire de cet art mineur. Voilà comment ça m'a été motivé. J'habitais à l'époque à la Cité internationale des arts, qui existe toujours. Je dînais avec Brigitte
Et sciemment, je me pète la gueule. Elle m'appelle le lendemain. Elle me dit pourquoi tu t'es pété la gueule comme ça. Et moi, silence du genre, j'étais subjugué par ta beauté. Et elle me dit ceci, écris-moi la plus belle chanson d'amour que tu puisses imaginer. Et dans la nuit, j'ai écrit Je t'aime moi non plus et Bonne nuit Clyde. Dans la nuit. Alors on l'a enregistré dans des conditions terrifiantes. Dans une tension je dirais de passion. Faut déconner. Faut dire la vérité. Main dans la main. Avec 2 micros. Je dis là tu soupires. Là tu fermes ta gueule. Et là tu plus en voix. La purée. Alors, la gamine, si je peux dire la gamine, elle était mariée à Counter-Sax. Et il y a eu un connard qui a... alors que le studio était bouclé. Il y a un connard qui a balancé, c'est tombé dans les canards, genre vautour, quoi. Il baise, il la baise, c'est sûr. Donc elle m'a donné l'interdiction de sortir ça. Là-dessus qui arrive la petite British. La petite Jane. Voilà, la petite Jane, donc, je lui fais écouter ça. Elle trouve pas ça dégueulasse. Et je vais à Londres. Je dis rien à ma maison de disques. Je dis, je fais un single avec une petite anglaise. Elle s'appelle Jane B. On enregistre. Et les techniciens arrivent. Ils disent, this is a hit. That's a hit, man. Et je reviens à Paris. Et je dis, je voudrais voir le Big Boss. Je bouscule tout le monde. Il écoute. La version Brigitte, c'était la femme, qui est superbe, chorale symphonique, tous les plumiers. Plumier, c'est les violons. Mais l'enregistrement avec Brigitte est assez beau. Simplement, nous sommes en do majeur et Jane a pris l'octave au-dessus. Ça veut dire que c'est devenu une petite nymphette, une petite Lolita. Et le boss me dit, vous en tant qu'auteur, vous risquez la tôle. En tant que musicien, vous risquez la tôle. Moi, en tant qu'éditeur, je risque la tôle. Alors, pour un 45, ça vaut pour le coup. Vous retournez à Londres et me faites un 30 cm. Pendant ces années 60, vous écrivez de nombreuses musiques de films, vous jouez aussi des rôles, notamment sur Le Pacha de Georges Lautner avec Jean Gabin. Quel souvenir vous laisse cette rencontre? Gabin alors j'étais pote avec lui. C'était une tête de l'art. Mais moi, il m'avait à la bonne. Il m'a dit, petit gars, tu sais sur quoi tu vas jouer? Sur le piano de ma fille. Alors j'ai joué. Il dit, c'est très bien, mon petit gars. Très bien. Allez, c'est bon. On a pris des cuisses entre Gabin et Simon. C'était des cuisses hallucinantes.
Et sont des regrets parce qu'ils m'avaient à la bonne et puis ils sont crevés. Et moi je suis là. Michel Simon, c'était... Ouais. Avoir vécu le cul sur l'herbe tendre. Après le succès de Je t'aime moi non plus, on est à la fin des années 60, on vous sent à la recherche d'autre chose. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Je pense que les années 60 étaient extrêmement difficiles pour moi. En ce sens que je pensais, et je pense toujours avoir écrit de jolies choses. Mais non, j'étais en perdition. Mais j'avais des idées, je croyais en moi. Je savais pas ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il fallait ne pas faire. Et ça, c'est ce qui a fait ma force. Pendant les années 70, votre écriture va se libérer, on va s'en rendre compte, et ça commence dès 1971 avec un album original, concept, intitulé Mélodie Nelson. Alors ça, c'est une histoire que vous allez reprendre par la suite sous différentes formes. D'où vient-elle cette histoire? Le scénar de Mélodie Nelson, ben, je recherche toujours cette petite Lolita, mais c'est abstrait, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de baise, c'est une question de puriste, Je pourrais dire que c'est la Vénus au miroir du Titien. J'espère que c'est du Titien. Je pense que... Oui, c'est pas Raphaël, c'est Titien. Qui a mis en scène la Vénus au miroir. On lui voit son cul, mais on lui voit pas sa gueule. Et on lui voit sa gueule parce qu'elle tient un miroir. Ça, c'est un grand chef opérateur et un grand metteur en scène qui a fait ça. Donc, c'était Lolita. Je cherchais Lolita de mes instincts, je dirais pas physiques, mais fantasmagoriques, instinctuels. La petite Lolita qui... elle s'est finalisée dans la mort, dans sa beauté, dans sa jeunesse. Je fais s'éteindre Mélodie dans un crash d'avion. En Mélodie Nelson a été accueillie de façon assez... avec beaucoup de turbulences. Je dirais pas que c'est la première fois que je pratiquais le talk-over, c'est-à-dire parler. C'est pas la première fois, parce que je l'avais déjà pratiqué avec Initials BB. Mais il y a parfois une prosodie qui est d'une telle sophistication qu'elle ne peut pas se mettre en mélodie. Seulement, c'est une technique, le talk-over, qui est très particulière. Il faut avoir le sens du rythme. Là-dedans, il y a 2 sonnets. Et le sonnet, je pense que c'est ce qu'il y a de plus pur dans la prosodie, dans la rigueur de la poésie. Et ce qui m'a subjugué, c'est tout simple. C'est Hérédia. Comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, etc. Donc, vous avez 12 pieds, Alexandra. Vous avez une structure qui est celle-ci. A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, E, G, E. Si je ne me trompe pas. En alexandrin. Je sais, moi, des cargos
qui invoque les jets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dans la jungle de Nouvelle-Guinée. Je commence à aborder la poésie dans son état pur et rigoureux. Donc c'est ici un tournant décisif. On aurait dit que Sartre ou Aragon aurait dit Gainsbourg se devrait de s'en tenir au sonnet. C'est pas dégueulasse. Ce disque a été extrêmement décrié, enfin attaqué, parce que c'était un concept album. Je n'avais pas envie de faire un titre après un titre, puis un autre titre. J'avais envie j'avais 15 minutes chrono sur une face et 15 minutes chrono sur l'autre face. Et il m'est venu l'idée de raconter une histoire. Qu'est-ce qu'il y a au départ de la musique que vous écrivez à ce moment-là? Vous êtes au piano généralement? J'avais donc un petit, c'est pas un Steinway, comme j'ai un Steinway, j'ai un Bechstein, c'est comme un studio d'enregistrement ici. Sauf que je fais pas de maquette parce que les mecs qui font les maquettes, ils se plantent. Moi, je me mets au piano, je fais fausses notes et parfois j'ai les doigts en sang parce que j'écris de la merde et puis tac, ça arrive. Je n'ai pas écrit que des choses indélébiles. Hein. J'aimerais que certains titres soient effacés, mais quand c'est gravé, c'est grave. C'est ce que je dis. Dans votre parcours, il y a toujours eu un lien avec la poésie. Vous en parlez dès vos premiers disques, le rock de Nerval, la chanson de Prévert. Quels sont les poètes qui vous ont marqué? Baudelaire. Il y a quelque chose qui est absolument mal connu, qui est le journal de l'année de la peste de Daniel Defoe. Tout le monde pense que Daniel Defoe a écrit Robinson Crusoe, c'est parfait, mais il a écrit le journal de la peste. Et c'est dans l'histoire de la littérature le premier constat journalistique. Ensuite, Rimbaud. Rimbaud, on en reviendra toujours à Rimbaud parce que je voudrais l'égaler et je n'y arrive pas. Peut-être j'y arrive sans en prendre conscience. Mais je veux l'approcher, je veux le retrouver en Abyssinie, je veux retrouver Rimbaud. La poésie, dans son état pur, n'a pas besoin d'un apport musical. C'est là où ça me fait chier. Parce que j'aime la musique. Eh oui. Et pourquoi pas, nous sommes au XXe siècle. Pourquoi ne ferions-nous pas d'un art mineur un art majeur? Je crois que les arts mineurs sont en train de reculer les arts majeurs parce que nous n'avons plus de puissance. Et puis c'est vous qui parlez d'art mineur tout le temps. Ben oui, parce que j'ai été initié à la peinture et à l'architecture. Alors je parle d'art mineur parce que les arts mineurs sont directement perceptibles. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'initiation. Or, je crois profondément à l'initiation. Il n'y a plus ni de maître ni de maîtrise. J'ai été initié, donc je peux en parler. Initié par de grands maîtres.
Justement, est-ce que ça a pu influencer votre parcours dans la musique? Par exemple, cette façon de vous approprier les styles musicaux de chaque époque? C'est que j'étais quelque part un visionnaire, mais pas assez visionnaire pour être un génie. Un génie, ben, je l'ai dit déjà, et je le redirai. C'est un mec qui voit au-delà de sa génération. Après, il sera accepté, mais lui, le pauvre, non, ça colle pas. Ça colle pas. C'est comme... Delacroix était un visionnaire. Alors maintenant, on trouve classique. Mais non, c'est faux. À l'époque, c'était un visionnaire. Courbet était un visionnaire. Il a arrêté la technique du glacis. Il a peint straight. Hein, straight. Qu'est-ce qu'il y aurait comme parallèle sur le plan musical? On pourrait dire Schoenberg, Alban Berg, Bartók. Ça, ce sont des visionnaires. Ce sont des grands révolutionnaires. Maintenant, on regarde un Delacroix comme un classique. Non, c'est pas vrai. Delacroix a été un des premiers, avec Turner et Whistler, à décomposer la lumière. Donc, je suis pas... en définitive, je suis pas un précurseur. Quoique. 1975, nous voici avec l'album Rock Around the Bunker, avec des titres évocateurs comme Nazi Rock. Qu'est-ce qui vous amène à écrire sur ce thème du nazisme? J'ai voulu, bon, ça a été mal perçu, mais en fait, je voulais exorciser cette période que j'ai vécue quand j'étais gamin, où j'étais marqué d'une étoile, l'étoile de ma race, l'étoile de David. Mais donc, pour exorciser l'affaire, j'ai écrit Rock Around the Bunker. Toujours avec mes anglais. Hein. Le titre classieux, c'est SS in Uruguay. Ça, c'est vraiment... Parce qu'il fallait trouver les rimes aïe sous un chapeau de paille. Un jus de papaye avec paille. Là, je commence à maîtriser vraiment ma langue. C'est-à-dire la langue française. Et puis, pourquoi je chante Smoke Gets in Your Eyes? Parce qu'il est véridique et historique que Eva Braun mettait sans cesse devant son Julot, l'assassin du XXe siècle, Smoke It in Your Eyes. Et ça le gonflait. Ben, mais ça, mais c'est vrai que c'est joli, Smoke It in Your Eyes. Non, c'est pas ça. Ah non. Non. Bon, peu importe. Merde. Gainsbourg est-il un crooner? Quelques années plus tard, Brel a eu une phrase terrible pour moi. Il m'a dit ceci. Serge, ou Gainsbourg, je ne sais plus. Tant que tu ne comprendras pas, quand tu n'auras pas la notion de ce que tu es, c'est-à-dire un crooner. Crooner, qu'est-ce que c'est? Crooner. C'est un mec qui... C'est comme Sinatra, quoi. Le mec qui chante pour les filles. Tu n'y arriveras pas. Alors je lui balance. Tu vois ma tronche.
tu t'es cinglé, quoi. Et la résultante de l'affaire, c'est qu'il avait raison. Parce que toutes les plus belles chansons que j'ai écrites, c'était des chansons de Croner. Par exemple, à Chavanès. L'eau à la bouche. Manon. Des passions au-dessus du jardin. 5 ans après Mélodie Nelson, alors vous reprenez le thème de la Lolita, de la nymphette, pour L'homme à la tête de chou, on est en 76. Alors là aussi, il y a un scénario, quelle est son origine? Sur le plan cinématographique, quelqu'un a fait quelque chose d'imparable. C'est Kubrick. Avec Lolita. Enfin, c'est pas imparable, parce que le livre de Nabokov est sublime. La fille a 13 ans, et il pouvait pas. Alors il a pris Sue Young, parce qu'il était impossible qu'il se tire une gonzesse de 13 ans, mais dans le bouquin, c'est une gonzesse de 13 ans. Et il y a un poème sublime de Nabokov, écrit par lui en français, et je pense que c'est ça qui m'a motivé. Le dernier quatrain est celui-ci. Ma voiture épuisée est en piteux état. La dernière étape est la plus dure. Dans l'herbe d'un fossé, je mourrai, Lolita. Et tout le reste est littérature. Alors, j'ai fait le tête de chou. Et je l'ai appelée Marilou. En fait, c'est une Lolita que je cherchais sur le plan non pas physique. C'est pas un vieux con qui va aller chercher les petites danseuses de l'opéra. Non, c'est pas ça, c'est abstrait. C'est une recherche d'un absolu que je ne trouverai jamais. Et aussi, c'est d'une grande pureté. Les mots peuvent être dégueulasses, mais je ne touche pas. Enfin, j'y touche, mais j'y touche pas. C'est pas vrai. C'est la première fois, et la dernière peut-être, que l'on fera un chorus. On fait des chorus de sax, on fait des chorus de batterie, mais on n'a jamais fait des chorus sur le plan de la prosodie. Et dans L'homme à la tête de chou, Variation sur Marilou, eh bien, j'ai pris le même thème, la même prosodie, et j'en ai fait, ça a duré une douzaine de minutes. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est cette histoire d'extincteur. Comment ça a pu m'arriver de penser, de tuer, fracasser le crâne d'une petite gamine qui me faisait chier. Avec un extincteur d'incendie, puis ensuite d'envoyer la purée. Je veux dire, c'est terrible, mais c'est magnifique. L'album est encore une fois très bien perçu, mais là aussi, il se vend relativement peu. Qu'est-ce qui se passe pour vous après sa réalisation? Alors, quel était le prochain plan? Jamaïque. Et là, je trouve le plus grand. J'ai trouvé Robbie Shakespeare, Sly Dunbar, Sticky, la femme de Marley, Rita Marley. Alors, d'abord, les rapports étaient très durs. C'était un petit white, un petit Frenchie. Mais quand j'ai posé mes deux mains sur les claviers, elles se sont dit, attention, c'est pas un rigolo, c'est un professionnel. Ils m'ont admis. Sur cet album, il y a La Marseillaise. Là, vous retrouvez le succès public et puis le scandale pour certains. Au départ de la chanson, eh bien, il y a le manuscrit de Rouget de Lille qui est à vendre aux enchères. Vous l'achetez, d'accord, mais comment en venez-vous à le mettre en musique une nouvelle fois? Ça n'est qu'après coup.
que j'ai lu de sa main, etc. Parce qu'elle avait ras le cul d'écrire aux enfants là-bas. Et puis je l'ai vu dans le Larousse aussi, où ils ne voulaient pas perdre de page, alors ils ont mis etc. Et etc. pour moi c'était c'était un peu, c'est à double sens, c'est un peu cynique. Bon, ça a été extrêmement attaqué. Des papiers atroces. Parce qu'on ne supportait pas qu'un juif chante avec des blacks la Marseillaise. À Strasbourg, évidemment, tout le monde connaît l'affaire. Je me trouve en face de moi-même. Il y avait un mec en face de moi, c'était moi. Toutes les radios, la télé, tout le monde était là. Alors, alerte à la bombe. Bon, et d'une, j'étais en train de becter avec mes Jamaïcains. Alors, le mec arrive encore, re-alerte à la bombe. Je dis bon, d'accord, je m'en fous. Puis je vois passer les chiens policiers, les pompiers, les CRS, les flics, les gardes du corps. C'était assez éprouvant. Hein. Assez éprouvant. Mais le maire de Strasbourg, qui s'appelait... C'est dur à dire. Flimelin. À l'époque, il a dit pas de lézard. Hein. Gainsbourg, je veux pas qu'on le tue. Voilà, à Strasbourg, et danger. Mais danger physique. Ah, j'ai dit, tu as des balls, c'est des couilles ou tu n'en as pas? Eh ben, tu vas y aller. Et j'y étais. Et tout le monde s'était groupé. J'ai dit, mettez tous les enfants, tous les musiciens dans le car. On va se barrer, mais moi je vais y aller. Alors l'ambiance était infernale. Il y avait les mecs de l'Indo, mais pas les jeunes. Les jeunes, c'est les potes, les parents. Faut pas déconner. C'était les vieux de l'Indo qui étaient là devant. Putain, mais... Et puis aussi, plus dangereux, les extrême droite. Moi, je dis que l'intrépidité, c'est la connerie. Mais le courage, c'est de vaincre sa peur. Et c'est ce que j'ai fait. Alors on arrive dans les années 80, après cette période reggae, vous vous tournez vers le funk, la musique plus américaine, new-yorkaise, mais toujours l'écriture avec la sortie de votre court roman Evgueni Sokolov. Est-ce que c'est l'envie de débrider encore votre écriture? J'ai essayé de passer à la littérature, où je vais retourner d'ailleurs. Evgueni Sokolov. La langue est du 19e. Comme je suis un mec du 19e, je crois. Je reste un gentleman. Peut-être un voyou quelque part. Bon, le propos est assez dégueulasse. Où j'exorcise aussi la nostalgie de ce que je n'ai pas fait en peinture. C'est un mec qui se détruit, et sciemment, parce qu'il veut la gloire. Et la gloire le détruit. Donc c'est quelque part autobiographique. Justement, dans votre parcours, on sent qu'il y a toujours deux forces qui se nourrissent. D'un côté, la créativité artistique, et puis de l'autre, l'autodestruction. Est-ce que Gainsbourg risque de l'emporter au final sur Gainsbourg? La gloire, quelque part, me détruit. Détruit mon âme, mon conscient et mon subconscient. C'est une dualité terrible.
se concentrer sur soi-même et sur son non-être. C'est-à-dire le mec et le chaman. Et c'est le chaman qui va voir. Je pense pas, j'aurais, je crois, assez de conscience pour ne pas me faire bouffer par moi-même. C'est un métier, dirons-nous, extrêmement cruel, dans le sens qu'il faut livrer son âme, si on ne les livre pas, on est un faux cul, puis on tient pas la route. Voilà. Alors qu'il faut beaucoup de sincérité, ce qui coûte